Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de vaccin sucré contre la mélioïdose, une maladie tropicale à potentiel bioterroriste. En fait, ce n'est pas vraiment une conférence qui est liée à la cristallographie, mais que je vous montre une structure cristalline durant l'exposé. Donc pour les premières diapositives, je vais vous parler de la mélioïdose en général et pourquoi c'est important de travailler sur cette maladie. Donc la mélioïdose est causée par une bactérie qu'on appelle Burkholderia pseudomallei. Donc, elle a été premièrement décrite par le pathologiste anglais Whitmore, qui avait découvert la bactérie chez un opiumane. C'était en Birmanie, donc à Rangoon en 1921. Et la bactérie a été appelée le bacille de Whitmore suite à ça. Donc, c'est une bactérie à gram négatif qu'on dit tellurique et hydrique. Tellurique parce que ça se retrouve dans la terre et hydrique dans l'eau. Donc, habituellement, on a ça dans les rizières en Asie, comme l'image l'indique. Et c'est une bactérie qui va remonter à la surface lorsqu'il va y avoir des inondations, par exemple, ou des phénomènes comme par exemple la saison des pluies, etc., la bactérie va revenir à la surface. Donc, on dit que c'est une bactérie tropicale parce qu'elle est retrouvée entre les 20e parallèles nord et sud, principalement dans le sud-est asiatique et en Australie. Donc, c'est une maladie qui est très pathogène, donc elle affecte tous les mammifères, dont l'homme, je dirais presque tous les mammifères, donc autant le bétail, les vaches, les chevaux, les moutons, que les animaux sauvages. Donc, on peut avoir des infections chez les singes, chez les tigres. On a également même les pingouins qui peuvent être affectés par la maladie, les dauphins, les pigeons, etc. Donc, il y a différents modes de contamination. Ici, c'est les principaux. On a des plaies, les plaies ouvertes contaminées. Là, on peut respirer des poussières contaminées par la bactérie ou ingérer de la nourriture contaminée. Et également aussi, les rapports sexuels peuvent entraîner la contamination. Donc, on a un taux de mortalité qui est extrêmement élevé, qui va jusqu'à 50% dans les zones d'endémie, et ce, même en cas de traitement antibiotique. Et même si on est traité avec des antibiotiques, on peut mourir. Donc, une chance sur deux, en fait, de décéder. Et je vous dirais que ce taux-là est encore plus élevé il y a une vingtaine d'années. Ça allait jusqu'à 90%, parce qu'on ne savait pas diagnostiquer la maladie, donc on ne peut pas savoir que les gens étaient atteints de ça. Donc, on a une expression clinique très polymorphe, on appelle the great mimicker. On peut avoir une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire que ça peut s'attaquer autant à l'intestin, aux poumons, au système digestif, aux reins. On peut même avoir des infections du cerveau. Donc, on a aussi, habituellement, c'est une infection pulmonaire lorsqu'on le respire, donc fièvre, toux, expectoration, plaie cutanée. On a une insuffisance respiratoire, oligonurie, c'est-à-dire qu'on a une absence d'urine dans la vessie, et donc on concentre les toxines dans l'organisme et des diarrhées. Donc, le traitement, c'est assez fastidieux. Il faut savoir que cette bactérie est résistante à une multitude d'antibiotiques. Donc, on a besoin d'un traitement céphalosporine de 3e génération, intraveineux pendant 10 jours, donc que ce soit diagnostiqué tôt. Et ensuite, on a besoin d'un second traitement avec du cotrimoxazole pendant de 3 à 5 mois, oral, et puis pour éviter les reprises en fait, de l'infection. Une chose très importante dans le cas du projet, donc pas de vaccin disponible, donc les vaccins expérimentaux, oui, mais pas de vaccin commercialisé. Et aussi de très grands problèmes à diagnostiquer la maladie. Donc, la mélioïdose, ici, je vous présente la distribution géographique. Comme je l'ai dit, c'est entre les 20e parallèles nord et sud, principalement sud-est asiatique et nord de l'Australie. Donc, on est en Thaïlande, en Birmanie, Singapour, il y en a un peu en Inde également. Et dans ces pays-là, en fait, la mélioïdose est la 3e cause de décès par infection, après la tuberculose et après le virus le sida. Lorsqu'il y a des inondations, donc par exemple lors du tsunami de 2004 en Thaïlande, ça a déclenché une épidémie de mélioïdose. On n'a pas beaucoup entendu parler, mais il y a eu à peu près une centaine de cas en fait, de personnes qui ont décédé. Et il y a eu une alerte qui a été déclenchée. Donc en France, vous voyez sur la map ici, on a quand même une petite étoile en France. Donc je vais vous raconter, c'est l'épisode du Jardin des plantes à Paris en 1975. En fait, on a détecté la bactérie dans certains animaux du parc. En fait, l'hypothèse de cette contamination était liée à l'importation d'un panda. Donc, c'est un cadeau de Mao Tse-tung, en fait, au président Georges Pompidou. Et puis, ce panda-là a été en contact avec d'autres animaux qui sont décédés de la maladie, des chevaux, on a eu des cerfs, on a eu des moufles qui sont décédés, des singes. Et puis, suite à cet épisode, en fait, il y a eu 3 cas de mélioïdose humaine qui ont été déclarés, donc 2 décès. Et aussi, la bactérie s'est propagée un peu en France. Donc, il y a eu des cas en Normandie, en Seine-et-Marne, en Aquitaine. Donc, il y a des chevaux qui sont décédés de la maladie, puisque le cheval est très susceptible à cette maladie. Aujourd'hui, les cas de mélioïdose en France, c'est des immigrés asiatiques
ou des personnes qui reviennent de voyage en zone d'endémie et qui ont des systèmes immunitaires affaiblis. Donc, l'amyloïdose, c'est un agent de catégorie B potentiel du bioterrorisme. Ça intéresse donc beaucoup le ministère de la Défense, la DGA, et aussi les laboratoires des armées de différents pays occidentaux, donc le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni qui travaillent à trouver des vaccins ou des traitements contre cette maladie-là. Pourquoi? Eh bien, c'est une arme biologique, en fait, potentielle. On a expérimenté l'utilisation de cette bactérie. Donc, certains pays comme les États-Unis, l'ancienne URSS, l'Égypte, l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie auraient expérimenté l'utilisation de cette bactérie comme arme biologique durant les guerres du 20e siècle. Il y a Burkholderia malei, qui est similaire à Pseudomalei, qui, elle, c'est une arme avérée, donc, qui a été utilisée durant la guerre civile américaine, les Première et Deuxième Guerres mondiales, et en Afghanistan. Ensuite, c'est aussi possible de modifier génétiquement cette maladie-là, cette bactérie, pour obtenir en fait une bactérie qui va être beaucoup plus virulente et résistante aux antibiotiques. C'est donc un réel problème. Il y a aussi des cas de mélioïdose qui ont été déclarés pendant la guerre chez des soldats. Donc, les soldats américains et japonais qui ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale ont été contaminés. Il y a eu aussi des symptômes, en fait, qui se sont déclarés plusieurs années après la guerre, donc une vingtaine d'années après la guerre. On a appelé ça, chez les soldats américains vétérans de la guerre du Vietnam, on a appelé ça la Vietnam Time Bomb, donc littéralement bombe à retardement vietnamienne. Donc, c'est des soldats qui avaient combattu et ont attrapé les symptômes, la forme chronique de la maladie. En France, on a des soldats français, une centaine de cas qui ont été détectés aussi durant la guerre d'Indochine en 1950. Donc, les autorités sanitaires prédisent qu'on va avoir une augmentation des cas de mélioïdose dans l'avenir, et ça, c'est directement lié avec les événements météorologiques extrêmes, donc les typhons, les tempêtes tropicales, les inondations, etc. Donc, la densité de population élevée, la natalité qui est très élevée et le nombre de voyageurs croissant en zone d'endémie, donc en sud-est asiatique et Australie, peut nous laisser penser que le nombre de cas de mélioïdose va aussi augmenter dans l'avenir. En octobre 2012, la mélioïdose et également donc, la maladie de la morphe qui est causée par une bactérie apparentée ont été ajoutés sur une liste en fait, de 13 agents pathogènes et de toxines à éradiquer par les États-Unis. Donc, sur cette liste-là, on a le virus Ebola qu'on entend parler beaucoup, la variole, la peste bovine, la fièvre afteuse, vous avez tous déjà entendu parler de ça, la maladie du charbon, la peste, le botulisme, mais bien la mélioïdose fait partie de cette liste de 13 agents pathogènes. Donc, pour être sur cette liste hautement prioritaire, les pathogènes, que ce soit des virus ou des bactéries, doivent satisfaire à 4 critères principaux. Donc, premièrement, il doit avoir un effet dévastateur sur la population et l'économie, dans le cas d'une pandémie, évidemment. Une transmission de masse par voie aérienne, donc juste en respirant en fait une poussière par un aérosol qui aurait été décimé dans la population. On doit aussi avoir une très faible dose d'infection. Donc, pour la mélioïdose, c'est 10 particules bactériennes, 10 cellules, en fait, qui peuvent causer la maladie, de 10 à 100 à l'intervalle. Et ça doit être des armes biologiques, soit avoir été expérimentées ou avérées. Donc, l'ensemble de ces pathogènes satisfont à ces critères. La bactérie, dont on va parler un peu de chimie, la bactérie, en fait, produit une panoplie de molécules lorsqu'elle infecte l'organisme, et ces molécules-là sont directement liées à la pathogénicité de la bactérie et aussi à sa virulence. Donc, on a par exemple la production d'une homocérine lactone, donc on appelle une molécule à détection du quorum. Cette molécule-là est produite par les bactéries pour être en mesure de connaître leur concentration dans le milieu et ainsi pouvoir contrôler l'expression de certains gènes dans une population donnée. On a aussi une autre molécule qui est produite par Pseudomalei, qui est la maléilactone. C'est un sidérophore cytotoxique. Donc, sidérophore, ça veut dire c'est une molécule qui est relarguée dans l'environnement pour être capable de puiser le fer dont a besoin la bactérie pour survivre. On a aussi la déoxyglycobactine C, qui, elle, est un inhibiteur de protéasome. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est un inhibiteur de la dégradation des protéines essentielles à l'organisme hôte infecté. La mélioïdose produit également la maléipeptine A, donc qui est un lipopeptide tensioactif. Donc, une molécule, en fait, qui va avoir des actions sur les membranes cellulaires, qui va pouvoir perforer les membranes, changer la perméabilité. Donc, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, nous sommes dans l'année internationale de la cristallographie. Je me devais donc de vous présenter une structure cristalline aujourd'hui. Donc, c'est la structure cristalline, une protéine, en fait, qui a été cristallisée
par un groupe de chercheurs du European Synchrotron Research Facility à Grenoble, en collaboration avec des chercheurs du Diamond Light Source dans l'Oxfordshire en Angleterre. Et c'est une toxine, en fait, produite par Burkholderia madeli, appelée le Burkholderia Lethal Factor 1, et ça a été publié dans Science en 2011. Cette protéine-là, donc, est présentée en or, et dans le site actif, on a les résidus sous forme sphérique. Cette protéine permet d'inhiber, en fait, la synthèse des protéines essentielles à l'organisme. Donc, on a vu que la bactérie peut produire des molécules qui inhibent la dégradation des protéines et également leur synthèse. Donc, on peut voir pourquoi c'est dangereux. Donc, nous sommes intéressés, en fait, aux polysaccharides qui sont exprimés par la Burkholderia pseudomallei. Donc, il y en a différents types. Je vous en présente 3. Le lipopolysaccharide, donc c'est une succession de sucres, on l'appelle le LPS, qui est lié à la membrane de la bactérie. Le polysaccharide capsulaire, c'est la capsule sucrée à l'extérieur de la bactérie, mais qui a également une liaison avec la membrane. Et l'exopolysaccharide, EPS, qui lui, en fait, est exprimé par la bactérie lorsque celle-ci infecte l'organisme. On a également la flagelle qui peuvent être glycosylées, mais nous, ça ne nous a pas intéressés. Donc, ces 3 molécules-là, en fait, ce sont des antigènes de surface qui sont extrêmement exposés à la surface des bactéries, sont en mesure d'activer la réponse immunitaire mémoire, donc la production d'immunoglobulines G, les immunoglobulines mémoire, et sont donc des candidats vaccins importants qu'on peut étudier. Donc, il faut savoir que les polysaccharides, en fait, c'est produit pas uniquement par les bactéries, c'est produit par plusieurs types de pathogènes, également de cellules. Donc, les champignons en produisent, les virus, comme le VIH, certains parasites, et également, on a des sucres qui sont spécifiques chez certains types de tumeurs, comme le globo-H et le glucosyl GM. Donc, dans le cas des bactéries, les polysaccharides, en fait, ils vont être spécifiques de l'espèce et également du sérotype. Donc, c'est ça qui permet de différencier certaines fois les bactéries. On peut utiliser ces sucres-là soit en les isolant ou en les synthétisant pour faire des vaccins antibactériens, mais on peut également les étudier pour faire des vaccins anti-VIH. Donc, la structure Aymanan du VIH est étudiée dans le but de faire un vaccin anti-VIH, mais ce n'est pas encore commercialisé. On peut également faire des vaccins anti-cancer en utilisant les antigènes sucres qui sont produits par les tumeurs et coupler ces traitements anti-cancer avec la chimiothérapie. Donc, ce domaine-là, s'appelle la glycobiologie. C'est un domaine qui est en émergence et il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on peut isoler les polysaccharides directement de cultures bactériennes en les isolant, en faisant des cultures à grande échelle, mais il y a différents problèmes. Donc, les sources naturelles sont limitées par les micro-organismes cultivables. Évidemment, pour la mélioïdose, il faut travailler dans des niveaux de sécurité 3. Donc, ce qui est un peu difficile de faire de la culture à extrêmement grande échelle, il y a des problèmes de sécurité évidents. Aussi, lorsqu'on isole et on purifie ces molécules-là, c'est des processus qui sont extrêmement complexes. Souvent, on va obtenir des petites quantités, des faibles rendements, et on va avoir des mélanges qui vont être hétérogènes, donc qui vont changer de l'eau en l'eau. Il va y avoir des niveaux d'acétylation qui vont être différents, par exemple. Donc, ce que je disais, une hétérogénéité. On peut également être contaminé par la bactérie lorsqu'on fait ce genre d'isolement-là. Malgré tout ça, il y a quand même des vaccins liés avec les polysaccharides qui ont été commercialisés. Donc, le Pneumovax, commercialisé par Merck en 1983, consiste en un CPS, donc la capsule non conjuguée, isolée de 23 sérotypes différents qui permet de prévenir contre la pneumonie. Donc, nous sommes intéressés à la synthèse organique, qui est une approche prometteuse pour obtenir ce genre de substances de polysaccharides ou d'oligosaccharides. C'est une méthode qui est reproductible, permet d'obtenir des substances pures qui sont non contaminées par la bactérie, parce que nous ne travaillons pas avec la bactérie, évidemment, et de faire varier la longueur de chaîne. Donc, on peut obtenir des monos, des di, des tri, des oligosaccharides, etc., en fonction de l'efficacité des méthodes de synthèse, bien entendu. Donc, ce genre de vaccin-là, qui est semi-synthétique, a été développé. Le premier, ça a été à Cuba, donc développé par la compagnie Eber Biotech en 2004, par des chercheurs cubains. On a travaillé une vingtaine d'années là-dessus, en collaboration avec un chercheur canadien, le professeur René Roy de l'Université du Québec à Montréal. Ils ont développé ce vaccin-là. Ici, je vous le représente. En fait, on a 8 unités répétitives du polysaccharide capsulaire de la bactérie liées à un bras espaceur qui lie une protéine porteuse de l'anatoxine tétanique, et la protéine est essentielle. Donc, ce vaccin-là permet de prévenir les infections d'Haemophilus influenza, donc la méningite
et la pneumonie à Cuba chez des millions de personnes. Et il s'est avéré que c'était plus rentable de le produire par synthèse que de l'isoler, comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc, là, c'est une grande découverte qui a fait l'objet d'un article dans Science en 2004. Et depuis cette année-là, il y a eu d'autres vaccins qui ont été commercialisés basés sur cette approche. Donc, vous voyez ici, il y a une protéine. Donc, pourquoi on a besoin de coupler le sucre à une protéine et on ne peut pas tout simplement le donner libre? Donc, lorsqu'on couple un sucre à une protéine, on appelle ça un vaccin glycoconjugué. Vous voyez ici la protéine et le sucre. Eh bien, les vaccins sucres qui ne sont pas conjugués sont habituellement moins immunogènes chez les jeunes enfants, donc les très jeunes enfants, et les personnes avec des systèmes immunitaires déprimés. Donc, ce sont souvent les populations les plus à risque à être contaminées lorsqu'on a une infection bactérienne, ce qui pose donc problème. Lorsqu'on couple le sucre à une protéine, on fait comme en fait donner un adjuvant. On est capable d'activer le système immunitaire. On convertit le sucre en un antigène T dépendant. Il y a une meilleure coopération entre les lymphocytes T et B. Et ce qui est important, c'est qu'on active la réponse immunitaire mémoire, donc la production d'IgG, donc contrairement aux IgM. Ce sont d'excellents vaccins chez les jeunes enfants et les patients immunodéprimés. Et aujourd'hui, il y a plusieurs vaccins conjugués commerciaux. Donc, je l'ai dit, contre la pneumonie, la méningite, mais également contre la salmonelle. Donc, est-ce que les polysaccharides de la bactérie Burkholderia pseudomallei peuvent être utilisés comme vaccin potentiel? Bien, il y a plusieurs études qui nous prouvent que oui. On a trouvé des niveaux d'anticorps anti-LPS plus élevés chez un groupe de patients, en fait, qui ont survécu à la mélioïdose, en comparaison avec un groupe de patients qui sont décédés. On a également des taux de survie plus élevés de souris vaccinées avec soit le LPS, soit le CPS, soit des anticorps contre le CPS, ou soit des souches mutantes de la bactérie, où on a brisé les LPS, les CPS et les EPS par génétique. Donc, le problème, ces études-là ont marché, mais les souris étaient encore infectées à la fin de l'étude. Et on suppose que le succès limité de ces vaccins-là est lié justement à l'absence de cette protéine porteuse qui permet d'activer la réponse immunitaire mémoire. Donc, comme le dit Gregory Bancroft dans un review publié en 2011, un vaccin sous-unitaire qui serait basé sur une combinaison d'une protéine et d'un polysaccharide, ou d'un oligosaccharide synthétique, par exemple, semble être un candidat très prometteur pour développer un vaccin contre la mélioïdose. Donc, basé sur l'ensemble de ces études-là, c'est ce qui nous a amené, en fait, à déposer un projet à l'ANR, qui a été financé depuis 2012, et dont l'objectif est le développement d'un vaccin glycoconjugué semi-synthétique, j'aurais dû écrire, contre cette maladie-là. Donc, les différentes tâches à accomplir, les différents objectifs du projet, il y en a 3. Premièrement, donc cette partie-là consiste à la synthèse d'oligosaccharides qui vont mimer le polysaccharide capsulaire, l'exopolysaccharide et le lipopolysaccharide de la bactérie. Travail qui est fait à l'Université de Poitiers. Donc ça correspond aux travaux de thèse de Marielle Tamini-Kenfack, qui est rendue à sa 3e année de thèse. Deuxièmement, de conjuguer ces oligosaccharides à une protéine porteuse. Je crois que c'est un travail qui est encore en cours, en collaboration avec le professeur Ben Davis de l'Université d'Oxford en Angleterre, qui lui est un expert de la synthèse des glycoprotéines. Et troisièmement, il faut évaluer l'immunogénicité et le pouvoir protecteur de ces conjugués-là. Travail qui se fait en collaboration, qui se fera en collaboration avec Yves Gauthier et Jean-Nicolas Tournier, des chercheurs de l'Institut de recherche biomédicale des armées de Bretigny. Donc, durant les prochaines diapositives, je n'ai pas le choix de vous parler un peu de chimie organique, évidemment, parce que c'est mon métier. Je vais vous parler principalement, et presque uniquement, donc, de la synthèse d'oligosaccharides qui miment le CPS. Donc, ce sont des travaux qui ont été publiés durant l'année dernière. Donc, je vous présente la structure maintenant du CPS de Burkholderia pseudomallei et mallei. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un homopolymère, c'est-à-dire un polymère qui a la même unité répétitive, qui consiste en une section 2-acétyl, 6-désoxy, bêta-D, mano-iptopyranoside. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, lorsque vous avez un glucose, le mannose, vous inversez la position 2. On a un acétyl en position 2, ce qui n'est pas très commun. On a une substance qui est un heptose. Donc, normalement, les sucres qu'on connaît, c'est des hexoses. Là, on a un carbone en plus. Et à la position 6, on est déoxy. Une autre chose importante, on a une liaison 1,2,6 entre l'acétyl ici et la liaison glycosidique. Nous sommes du même côté. Donc, ça s'appelle une 1,2,6 manosylation. Lorsqu'on regarde ça avec des jeux de chimistes organiciens, on a différents défis. On a la réaction d'homologation pour passer de 6 à 7 carbone. La présence d'un acétyl en position 2, donc c'est un
un groupement qui est labile, donc qui n'est pas évident à maintenir sur une structure finale, et la 1,2,6-manosylation. Donc, je vais vous montrer pourquoi cette réaction-là est importante. Donc, comme je le disais, la 1,2,6-manosylation, c'est un important défi en glycochimie. Il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Pourquoi? Lorsqu'on fait des liaisons, on veut faire des liaisons glycochimiques, en fait, il y a deux possibilités. Des liaisons glycosidiques, il y a deux possibilités. Soit on utilise un sucre sans groupement participant, donc comme avec des éthers ici, des hauts benzyles. Et lorsqu'on active notre sucre, on tombe sur une substance intermédiaire, un oxocarbénium, qui peut être attaqué par un alcool sur le dessus équatorial ou sur le dessous du cycle. L'attaque en dessous est favorisée thermodynamiquement, qui va nous conduire au composé 1,2-trans majoritaire, qui n'est pas celui que l'on désire. Donc, ce n'est pas la bonne approche. Une autre méthode qui est très commune en glycochimie, c'est l'utilisation de groupements participants, des esters, comme des acétyles. Dans le cas du mannose, donc l'acétyle est situé sur le dessus du cycle. Lorsqu'on active la position numérique, au lieu d'avoir la forme oxocarbénium, on a la forme dioxalénium avec la participation de l'acétyle en position équatoriale, qui ne laisse que d'autres choix à l'alcool d'attaquer sur la face opposée, et ça conduit aussi exclusivement à la formation d'alpha-monoside, ce que l'on ne veut pas. Donc, on ne peut pas utiliser, pour faire des bêta-manoses, les deux méthodes les plus générales en glycochimie. Il faut donc utiliser des astuces, et c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Je vais vous présenter 6 méthodes différentes, en fait. La méthode du professeur David Kreich, qui était anciennement directeur à Gilles-sur-Yvette de l'Institut des substances naturelles, qui est présentement à Chicago. Lui, en 1996, il a développé une méthode. On part d'un thioglycoside, on l'active. On obtient, à basse température, un triflate axial qui est stable et qui peut se faire déplacer par un alcool par une simple SN2. Et là, on obtient un manoside bêta. Ça marche bien. Il y a M. Peter Seeberger, qui est directeur au Max Planck Institute en Allemagne. Lui a développé une méthode à partir d'un hémiacétal qu'on active. On forme un alpha-sulfonium triflate qui est aussi stable à basse température et qui est axial. Ça a été montré par RMN. Et qui peut être déplacé par un alcool de la même façon que le triflate pour aussi nous générer un bêta-manoside. Après, il y a une autre méthode qui a été développée par un Sud-Coréen, Kwon So-min. Désolé, je n'ai pas mis sa photo parce que je ne l'ai pas trouvé, en fait, sur Internet. Donc, lui, il a utilisé un pentanoate. On ajoute un phénylsélényl triflate. On obtient cette substance-là avec un pont sélénium qui se réorganise pour nous générer une lactone et le triflate présent dans la méthode de David Kreich, qui peuvent être donc déplacés par un alcool pour nous générer le bêta-monoside. Donc ça, c'est une troisième méthode, publiée en 2006. Et pour vous montrer l'intérêt de la difficulté de cette méthode, 2 autres chercheurs ont publié en 2014 des nouvelles méthodologies de 1,2,6-manosylation, donc le groupe de Michael Bowles des États-Unis. Lui, il part d'un silylidène, ici. On obtient un oxocarbénium en conformation bateau 2,5. Donc, je ne vous parlerai pas du pourquoi ça l'attaque en position bêta. Il faudrait que j'essaie les formes de Newman. Et bref, on obtient le bêta-monoside majoritaire également. Et une autre méthode extrêmement intéressante développée par le professeur Demchenko utilise un groupement picoloïl en position 3. Lorsqu'on active, on a l'oxocarbénium. Le picoloïl vient sur le dessus et fait un pont hydrogène avec l'hydrogène de votre alcool. Et donc, l'alcool n'a d'autre choix que d'attaquer sur le dessus. C'est comme une méthode, un peu, on pourrait dire, intramoléculaire, donc, qui marche aussi très bien. Donc, pourquoi je n'ai pas utilisé ces méthodes-là? Parce que ces stratégies-là ne sont pas applicables aux 2-acétyl-6-désoxy-mano-heptoside, parce qu'ils nécessitent une protection cyclique. Donc, vous voyez ici, on a quelque chose de cyclique en position 4,6, qui est rigide, et dans le cas d'un déoxymanose, c'est difficile de faire une protection cyclique. Et également, il y a une incompatibilité avec la présence d'acétyl en position 2, donc, que je vous avais montré sur la molécule initiale. Donc, nous sommes tournés vers une autre méthode de glycosylation intramoléculaire qui s'appelle la Intramolecular Glycan Delivery, qui a été développée par le chercheur japonais Ito. Donc, dans cette méthode-là, on a un mannose, obligé d'avoir une protection cyclique, avec un acétyl en position 2. On ajoute notre alcool en présence de DDQ. On va former un acétal de naphtaldéhyde sur le dessus du cycle. Après activation du thio, l'acétal, l'alcool du sucre, va venir en équatorial. Et après hydrolyse, on va obtenir notre bêta-monoside. Et vous voyez ici avec la fonction 2 libre, OH. Donc après, on peut réacétyler cette fonction-là. Et donc, on a trouvé que c'était une méthode qui était
propice pour notre synthèse. Pour vous montrer l'intérêt de cette approche-là, elle a été appliquée à la synthèse d'un docossacaride, c'est-à-dire ces 22 unités sucre qui sont liées ensemble. Et ça constitue la paroi cellulaire de M. tuberculosis, publiée en 2011. Dans cette molécule-là, il y a 5 des liaisons, en fait, qui sont 1, 2, 6, qui ont été préparées par l'utilisation de cette méthode de glycosylation intramoléculaire. Donc, nous avons décidé d'utiliser cette méthode-là dans notre synthèse. Donc, on a voulu faire des monos et des disaccharides représentant une ou deux unités répétitives du polysaccharide capsulaire de glucoldéria pseudomoléi. Vous voyez ici en vert, on a une chaîne aminée qui est nécessaire pour faire la liaison avec la protéine. Donc, ensuite, on savait que les acétyles pouvaient bouger durant la synthèse sur les molécules finales. On a donc aussi décidé de bloquer la position 3 pour empêcher cette transesterification qui ne serait pas, en fait, représentative du polysaccharide naturel. Donc, ces molécules-là proviennent de l'acétal de naphthaldéhyde, qui lui-même provient de l'activation de ce donneur d'heptose avec un alcool, qui est obtenu par homologation du 6-dihydroxyhexose, qui est obtenu par protection régiosélective du mannose peracétylé. Donc, pour la synthèse, je vais aller extrêmement brièvement. Il faut savoir, je vous présente 3 diapositives sur un travail qui a duré environ 1 an et demi. Donc, c'est évidemment des conditions optimisées. Donc, au départ d'un sucre connu, on a fait une annihilation régiosélective en 3, une naphtylation, une ouverture régiosélective d'un benzylidène pour nous donner l'OH libre en position 6, qu'on a tosylé, qu'on a déplacé par un ion nitrile pour obtenir cette molécule-là. Nous avons ensuite réduit ce nitrile en imine, hydrolysé l'imine en aldéhyde, réduit l'aldéhyde en alcool, que nous avons reprotégé. Et là, bon, ça nous a permis d'obtenir notre liaison carbone-carbone, notre donneur heptose-thio que l'on voulait. Donc, en 9 étapes, 35% à partir d'une molécule qui est très facilement disponible à une échelle du multigramme. Donc, on a fait environ 5 grammes de cette molécule-là. Et ensuite, on a étudié son comportement dans des réactions de glycosylation intermoléculaires que je ne vous présenterai pas ici, mais ça a plus ou moins bien marché, et intramoléculaires par l'application de la méthode de intramoléculaire et glycan delivery. Donc, on a voulu montrer que ça marchait avec d'autres alcools qu'un sucre. Donc, on a essayé les azidoalcools, le galactose diacétone, le glucose diacétone, l'adamantanol pour montrer les alcools tertiaires et un alcool secondaire encombré tel que le stigmastanol. Donc, on a fait une méthode one-pot, c'est-à-dire qu'on fait notre acétal, on peut l'isoler, mais c'est instable. Donc, directement sur le brut, on fait réagir, on active le thio et on fait réagir cette substance-là, ce qui nous génère les bêta-heptoses uniquement dans la configuration souhaitée. Donc, on n'a pas détecté du tout de forme alpha. Et ça a été montré par la constante de couplage JCH en HSQC. Donc, avec des rendements corrects. Donc, pour cette molécule, c'est un peu moins bon, mais de 35 à 60% en 2 étapes, rendement isolé. On a donc ensuite appliqué cette méthodologie à la synthèse des disaccharides. Donc, on est parti de notre molécule, on a acétylé en 2, on a désalylé, et là, on a fait directement réagir cette molécule-là avec notre donneur de thioheptose selon la méthode de glycosylation intramoléculaire, ce qui nous a généré nos disaccharides. Ensuite, on a déprotégé les monos par hydrogénation. On a donc pu obtenir nos monosaccharides dans d'excellents rendements sous la forme hydrochlorure, donc en utilisant du palladium. Pour les disaccharides, ça c'est un peu compliqué. En fait, ça nous a pris 3 mois à trouver les conditions nécessaires à l'hydrogénation. On a eu en fait des réactions parasites qui se formaient sur l'amine primaire, qui méthylaient l'amine. Donc, réaction avec le solvant, en fait, avec le formaldéhyde qui était formé par oxydation du méthanol. Et on a fini par trouver des conditions gagnantes, donc en utilisant un système d'hydrogénation microfluidique qu'on appelle le H-cube. Et puis, là, de cette façon-là, on a pu donc obtenir nos disaccharides que l'on souhaitait dans de bons rendements. Donc, ces résultats-là ont été publiés en 2014, ont été présentés dans un congrès en Inde. Et à la suite de ça, en fait, on a eu des emails donc, du Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis qui voulaient travailler avec nous. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est de développer un outil de diagnostic contre la mélioïdose basé sur la technologie Luminex. Là, je vais vous montrer le principe, mais je n'entrerai pas dans les résultats parce que c'est confidentiel. Et comment ça marche? Donc, on a une bille de polystyrène qui contient des fonctions acide carboxylique. On peut donc faire réagir cet acide carboxylique avec l'amine à l'extrémité réductrice de notre sucre. Dans notre sucre, c'est l'antigène ici. On le lie donc aux billes.
On met ces billes-là en présence des anticorps d'un patient infecté par l'amyloïdose. L'anticorps va reconnaître l'antigène. Et ensuite, on ajoute un anticorps secondaire qui, lui, est lié à une molécule fluorescente, comme la phycoérythrine. Cette partie-là réagit avec la partie secondaire de l'anticorps. Et donc, on est capable de détecter par fluorescence, par cytométrie de flux, par exemple, les anticorps. Donc, si on a une fluorescence, ça veut dire que le patient est infecté par l'amyloïdose. On a également un autre travail qui est en collaboration avec le professeur Antonio Molinaro de l'Université de Napoli de Naples, et qui est l'étude par STD-NEMER des épitopes sucre minimaux nécessaires à la reconnaissance avec un anticorps anti-CPS. Donc, on prend l'anticorps qui reconnaît le CPS, on le met en présence de nos sucres, et par RMN, des techniques particulières, on est capable de voir est-ce que ça prend une unité, est-ce que ça prend 2 unités pour reconnaître l'anticorps. Donc, les résultats nous disent que le monosaccharide n'est pas reconnu, mais que le disaccharide l'est. Donc, ça, c'est des travaux qui sont présentement en cours, et comparés avec le polysaccharide isolé de la bactérie. Donc, je ne sais pas s'il me reste 2 minutes. Donc, je vais passer, en fait, ces diapos-là. Ça pour une prochaine fois. Ça, en fait, c'est 12 structures sur lesquelles on travaille, mais je ne rentrerai pas dans le détail de ça, l'LPS, le EPS. Donc, je vais conclure, en fait. Nous avons donc développé une synthèse stéréosélective des 6-désoxy-bêta-D monooctopyranosides par une approche de glycosylation intramoléculaire. Nous avons appliqué cette méthode-là à la synthèse de fragments mono- et disaccharidiques du polysaccharide capsulaire de bêta-pseudomaléi. Nous sommes présentement en train de travailler à la synthèse des fragments du lipopolysaccharide et de l'exopolysaccharide, des bactéries du genre Burkholderia. Et nous avons des collaborations donc avec le CDC pour la reconnaissance avec les anticorps et avec l'Université de Naples. Et l'hiver prochain, nous devrions aller à l'Université d'Oxford en Angleterre pour faire les conjuguer, les synthétiser, les caractériser, et plus tard faire les tests d'immunogénicité et du pouvoir protecteur avec les chercheurs de l'IRBA. Donc, je voudrais remercier M. professeur Iblerio, qui n'est pas ici aujourd'hui parce qu'il est en soutenance de thèse, en fait, dans un comité de thèse à Paris. Donc, il m'a donné la chance, en fait, de développer mes propres thématiques au sein de son laboratoire. Particulièrement Marielle Taminier-Kempfack, mon étudiante en thèse, qui a tout fait la partie synthèse de ce travail. Barbara Barigza, qui travaille présentement en postdoc, qui va finir en décembre sur l'EPS. Il y a aussi des stagiaires qu'on a eus, le stagiaire de M1, Abba Ngasimou, qui a fait un gros travail sur le LPS. Aurélien Fruchard, qui a aussi travaillé sur le CPS. Jimmy Leberto, un ancien étudiant de l'IUT, qui est venu faire un stage ingénieur l'été dernier, qui a beaucoup travaillé là-dessus, à faire les versions en fait non acétylées. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Laurence Muller de l'Institut Pasteur, qui m'a donné accès au HCube, qui m'a permis de résoudre mon problème d'hydrogénation. Et les collaborateurs, donc Ben Davis, Yves Gauthier, Jean-Nicolas Tournier, Antonio Molinaro, Alex Hoffmaster, mon ami Serge Lavoie au Canada, qui fait présentement des calculs, en fait, DFT, sur les appareils de calcul Canada sur mes molécules. Également les organismes subventionnaires, donc l'ANR, jeunes chercheurs, sans qui je ne pourrais pas faire ce travail-là. La DGA, qui m'a permis d'avoir un financement d'1 an, l'Université, l'Institut de chimie, les collègues de l'équipe E5 et vous tous pour votre attention. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que la directrice de l'ICESMP veut conclure la journée? En conclusion, moi je veux déjà remercier tous les participants, ceux qui ont assisté et ceux bien sûr qui ont fait le show. Je pense qu'on a assisté à des présentations qui étaient toutes de très très bon niveau, très intéressantes. Et franchement, je pense qu'aucun d'entre vous regrette d'être venu. Par contre, ceux qui ne sont pas venus, ils le regretteront peut-être, ça c'est clair. Bon, il y en a qui ne pouvaient vraiment pas, donc de toute façon, la plupart des présentations étaient enregistrées, donc ils pourront regarder ça. Je pense que ça valait vraiment la peine. Donc, voilà, moi je voudrais remercier tout le monde et puis je pense que cette nouvelle édition était encore très 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 bien. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Donc, merci à tous.